Bon, il faut attendre un petit peu. On a vu déjà avec le premier vaccin, personne ne voulait y aller. Maintenant, tout le monde veut du Pfizer, veut pas de l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment que c'était moins efficace. En réalité, c'est probablement assez efficace. C'est toujours plus efficace que le vaccin contre la grippe, pour lesquels ils vaccinent tous les ans. Moi, je crois que les médecins généralistes, ils vont se mettre à vacciner. Enfin, moi, je vois passer plein de médecins généralistes qui disent qu'ils vaccinent, hein. Et c'est probablement une des solutions. Le Pfizer, le Moderna, c'était compliqué. L'AstraZeneca, c'est plus simple de vacciner en cabinet. Retour sur Actu, la colère de plusieurs médecins et scientifiques contre François, plus précisément contre un texte publié sur le site internet. Il y a une tribune, en tout cas, dans l'Express de plusieurs de ces médecins. Les limites du tolérable ont été franchies, écrivent-ils. Et on vous explique dans un instant pourquoi. Je vous présente nos invités. Bonsoir Xavier Azalbert, vous êtes responsable de François. Bonsoir Mathias Vargon, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Comment est-ce que vous expliquez l'explosion, les anti-vaccins, les complotistes, encore là, même maintenant, alors que l'épidémie reprend, on les entend si nombreux, notamment sur les réseaux? Je pense que avant, alors c'est les réseaux qui font l'amplification. Moi, je suis aussi assez présent sur les réseaux. Je pense avant, on les entendait au bistrot, donc avec leurs voisins qui les entendaient. Ils étaient un peu bourrés, ils étaient un peu cons. Et donc, et on leur disait de rentrer à la maison quand ils étaient trop bourrés. Maintenant, ils sont à la maison, ils sont bourrés, ils sont toujours aussi cons, mais ils sont sur les réseaux. J'explique pourquoi ces médecins écrivent que les limites du tolérable ont été franchies, puisqu'à la fin de ce texte publié sur le site François, il est écrit « Un procès devra se tenir, la veuve s'impatiente, tout a été dit ». La veuve, on le sait, en plus, c'est avec une majuscule, c'est la guillotine, donc tout simplement une menace de mort. Oui, ils sont à leur poste et ils font face, évidemment, pour soigner les Français qui viennent aux urgences, comme au supermarché, disiez-vous. Je crois que c'est de vous, oui. Ça. Les patients viennent aux urgences comme ils vont au supermarché. Oui. Ils sont sûrs de tout y trouver. Mais c'est normal. C'est comme quand vous allez au supermarché, c'est pas négatif, c'est-à-dire que... Du mal à vous croire, c'est pas très convaincant, cette explication. Écoutez, j'imagine que vous avez lu l'article en détail, puisque quand on parle de la veuve... Ah ouais, il est bien l'article. Il est bien. Il nous prend un peu pour des cons, monsieur Azalbert, mais il est bien. Attendez, je laisse parler. Laissez-le parler et on va le faire après, Vous inquiétez pas, nous allons détailler cet article. Et oui, on va détailler, on va se marrer. Ouais. Vous êtes l'époux d'Emmanuel Vargon, qui est membre du gouvernement d'Édouard Philippe. Est-ce que ça vous met un peu en porte-à-faux, puisqu'on en parle ? Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, 25 ans que nous sommes mariés avec des enfants, et donc ça fait 25 ans ou 30 ans qu'on n'a pas forcément les mêmes idées. Elle a une carrière, j'ai la mienne, c'est tout à fait naturel qu'on ne soit pas forcément d'accord. L'huile de palme et être à l'écologie. C'est son premier conseil des ministres, mais elle est déjà au cœur de l'actualité. En cause, ses propos lors des rencontres économiques. Emmanuelle Vargon est alors directrice générale aux affaires publiques de Danone. L'huile de palme, on en a besoin pour les laits infantiles. C'est l'un des produits essentiels pour les laits infantiles. Avant ses 3 années chez Danone, Emmanuelle Vargon a été haut fonctionnaire pendant 18 ans. Le porte-parole du gouvernement ne doute pas de son implication. Pour l'exécutif, pas question de reconnaître une erreur de casting. Dans l'entourage du président, on déclare que cette vidéo ne change rien. Donc vous avez lu l'article et vous voyez qu'il y a un préambule et donc il y a pas. Je ne sais pas si c'est un article d'ailleurs, c'est un texte. C'est un texte, c'est une tribune d'opinion. C'est une tribune d'opinion qui n'est pas, qui est anonyme, ce qui déjà pose une première question parce que il y a une différence entre un texte anonyme et un texte dont l'auteur assume ses propos quand ils sont aussi forts, parce que à la limite, comprendre, pour expliquer vraiment ce qu'il y a. Il y a dans ce texte toutes les... Disons, c'est l'idée qu'on aurait empêché tout débat sur le coronavirus et ça reprend donc toutes les polémiques qu'il y a eu depuis le début. Elles ne sont pas toutes indignes. C'est pas une question. Il ne s'agit pas de dire que tout ça est indigne. Sauf que tout ça est encadré par l'idée qu'il y a un lavage de cerveau distillé par les médias propagandistes mainstream, financé par les milliardaires asservis au pouvoir, que ça rappelle le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est-à-dire un vocabulaire, ensuite on retrouve Vichy, on retrouve... Du côté médical, on sait que c'est le confinement qui marche. Il n'y a que ça qui marche ? On sait que ça marche. Tous les pays qui ont mis en place même la vaccination, comme Israël, ils ont mis un confinement et ils continuent de confiner. Et puis ils continuent de retirer les enfants des écoles. C'est quoi la différence ? Si l'objectif c'est d'arrêter la transmission du virus, en attendant qu'il y ait un vaccin, on confine. C'est exactement ce qu'ont fait les Israéliens. Ils ont confiné et ils ont commencé à vacciner. Avec des résultats qui sont plutôt bons, ça se voit.
Il y a de la transmission chez les enfants, c'est évident. L'effet de l'hydroxychloroquine sur les trottinettes. Notre réal, elle n'a pas été aussi pleine, je pense, depuis la première vague, pas la deuxième, avec des patients beaucoup plus jeunes qu'avant. Je crois qu'il y avait 16 ou 17 patients ce matin dans notre réanimation qui étaient intubés sur le ventre. C'est ça la réalité d'une épidémie. C'est-à-dire que vous prétendez vouloir un débat raisonnable, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans la réponse à toute cette polémique. Vous nous dites « Il convient donc de rappeler que François encourage le débat scientifique et la controverse dans le calme de façon civilisée et fair-play ». Donc est-ce que c'est civilisé et fair-play d'expliquer qu'on est sous Vichy, qu'il y a une propagande de milliardaires qui contrôlent des médias, etc. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de flatter toutes les angoisses d'une part de la population, au lieu de faire du débat civilisé et fair-play, non ? Moi, c'est ça qui m'étonne terriblement. La vaccination pour tous, sans condition, sans restriction, c'est pour très bientôt. Le 31 mai, tout le monde pourra prendre rendez-vous. Le gouvernement accélère son calendrier. Hier, 672 000 doses ont été administrées en un jour, donc un record. Des vaccins efficaces contre tous les variants, précise l'OMS. Ouvrir la vaccination à tous au moment du déconfinement, une mesure logique pour Mathias Vargon, chef des urgences à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. En fait, on a rouvert à un moment où l'incidence était quand même très élevée. Et le seul moyen de battre l'incidence, et c'est qu'on ne remonte pas et qu'on ne se retrouve pas à nouveau avec une nouvelle vague, c'est de vacciner à mort. Donc s'il y a les doses, il faut vacciner. C'était déjà le message subliminal quand on avait dit qu'on pouvait récupérer les doses, qu'on pouvait s'inscrire sur Doctolib. En réalité, ça ne fait que officialiser une pratique qui existe déjà. Ce qu'il y a de très agréable d'abord, c'est je vous remercie de m'avoir invité, puisque enfin je vais pouvoir m'expliquer. Donc, étant donné que vous m'avez posé une question où vous avez embrayé dessus, si vous me laissez un petit peu l'espace pour parler, parce que je pense que ça permet justement d'apaiser le débat. La première des choses, c'est que vous m'avez attaqué sur la veuve, c'est plutôt un mot. Je vous ai posé une question. Oui, d'accord, sur ce texte-là. Il est écrit avant, d'accord, après procès. Et ce n'est pas la première fois que je me fais, on va dire, attaquer dans les médias au travers d'une symbolique ou d'une syntaxe. Non mais c'est pas une symbolique. Attendez. Dans le cadre de la tribune de Lalanne au mois de février, il y avait été écrit qu'il faisait appel à l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une plainte qui s'est passée. Je suis allé m'expliquer devant un gendarme qui m'a posé des questions. Et ça a été classé sans suite. Donc, encore une fois... On parle pas de Lalanne. Non mais attendez. Remettons, c'est pas la première fois qu'on essaye de me faire un procès d'intention. La liberté d'expression existe encore dans ce pays et je suis très content qu'elle existe. Pas quand c'est l'appel au meurtre. Il y a pas l'appel au meurtre, attendez. C'est quoi, alors ? Quant à la déontologie, effectivement, moi, on m'a attaqué, je vais passer en chambre départementale d'instruction. Ça s'appelle pas comme ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, on nous a attaqué pour non-déontologie parce qu'on a rappelé l'article 39 du Code de déontologie qui dit qu'un médecin n'a pas le droit d'utiliser des médecines qui sont pas prouvées. Il y a un mot qui a agacé les homéopathes, c'est que vous avez utilisé dans cette tribune le mot de charlatan. Non, on n'a pas utilisé le mot de charlatan. Le mot de charlatan, il est écrit dans l'article de déontologie. J'y peux rien si c'est écrit charlatan. Et s'ils se sentent visés. Moi, ce que je dis simplement, c'est arrêtons de rembourser des trucs qui ne servent à rien alors qu'on nous explique chaque jour qu'on dépense trop d'argent en médicaments. Alors, vous avez rappelé les chiffres, ça coûte plus de 100 millions d'euros chaque année à la Sécu, la ministre de la Santé. Juste à la Sécu. Pas aux mutuelles. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a décidé d'ouvrir le chantier. Écoutez ce qu'elle dit. Ma seule responsabilité aujourd'hui, c'est de demander que l'homéopathie fasse l'objet d'une évaluation comme tous les produits ou médicaments remboursés par l'assurance maladie. Et donc j'ai décidé que plus aucun produit faisant l'objet d'un remboursement n'échapperait à l'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Donc l'homéopathie va rentrer dans le droit commun puisqu'elle était remboursée sans être évaluée. Ensuite, libre aux différents doyens de décider de faire un enseignement ou pas, sachant que toutes les facultés de médecine aujourd'hui n'ont pas d'enseignement d'homéopathie. Voilà, ce que dit Agnès Buzyn, c'est au sujet de la fac de Lille qui vient de décider de suspendre son diplôme d'homéopathie. Il n'y aura plus de diplôme, c'est une première victoire pour vous ? Mais c'est pas une question de victoire, je fais pas la guerre aux homéopathes. J'ai juste demandé à que ça soit pas remboursé parce que c'est une croyance et que c'est pas de la science. Après procès, d'accord. Non, il y a un appel en effet à condamnation à mort et à rétablissement de la peine de mort. C'est quand même. Mais si la veuve avec une majuscule, il faut vraiment prendre les gens pour des idiots pour faire la référence. Puis après, ok, vous êtes un petit peu dégonflé, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez expliqué que c'était les veuves, enfin, une espèce de charabia. Bon, déjà le texte, il est un peu dingue quand même.
Je suis pas sûr que monsieur, il ait toute sa tête. Mais vous êtes après, on peut débattre du fond et des arguments. On va débattre aussi de la forme, parce que la forme, en fait, c'est un appel au meurtre. Mais vous êtes franchement dégonflé. Moi, je suis médecin. Du Premier ministre. Je suis médecin. Donc, pour arrêter la circulation du virus, il n'y a pas à se tortiller, il y a deux façons de faire. Soit on confine, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je dis du côté médical, soit on confine, soit on protège les gens avec de l'immunité. L'immunité, c'est la vaccination. Voilà, point barre. Après, c'est la même chose quand je dis aux gens, ouais, faut pas boire d'alcool. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un avis médical. D'accord. Donc puis, alors moi je suis allé sur François, sincèrement, c'est pas ma tasse de thé, je lis plein de trucs, déjà beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux auxquels je participe, mais je suis allé voir François et vous avez fait un édito, alors on comprend strictement rien. Bon, vous n'êtes pas journaliste, hein, mais on ne comprend strictement rien, sauf que vous vous dégonflez et que vous avez peur du procès. Ce que vous avez fait, moi je vais dire, il faut dépassionner le débat, tout ça c'est du baratin. Vous avez fait écrire une tribune par on ne sait pas qui. Il y a des références aux Khmers blancs. Les Khmers blancs, il y a un tweetos, quelqu'un qui écrit sur Twitter, qui est membre de l'IHU, qui fait référence souvent aux Khmers blancs. Je peux pas dire que c'est lui qui a écrit le truc, il est pas médecin, donc ça peut pas être lui. Mais on a ce truc-là, des textes, mais c'est immonde. Vous parlez de Khmer blanc, les courageux résistants à l'oppression, l'IHU, ça c'est plutôt drôle. Les No Fake Med, c'est une association qui a participé au déremboursement de l'homéopathie des terroristes intellectuels. Il y a un peu plus de la moitié des Français qui prennent, non pas régulièrement, mais au moins de temps en temps de l'homéopathie. Vous leur dites quoi ? Ben, je leur dis super, si ça leur fait du bien qu'ils la prennent. Sauf que ça n'est pas à la solidarité nationale de rembourser. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la moto. Ben, personne me paye la moto avec laquelle je suis venu ce matin. Merci Mathias Vargon. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, signataire donc de cet appel aux côtés d'une centaine de médecins. Ils sont beaucoup plus maintenant à l'avoir rejoint contre le remboursement de l'homéopathie. Bill Gates, non mais on en est encore à Bill Gates, la nomenclatura, les conflits d'intérêts, la parodie de débat démocratique, tout ça est débile. Et la fin quand même, parce qu'il y a des trucs un peu dégueulasses. Moi, il y a une phrase que personne n'a notée, mais bon, moi j'ai repris votre texte, j'ai fait de l'analyse de texte, c'est immonde. Donc les influenceurs gardiens du dogme, évidemment Pfeffer Smadja qui est un jeune médecin infectiologue. Le principal laboratoire qui fait de l'homéopathie, il est français, c'est le laboratoire Boiron qui est installé je crois à Lyon. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France on continue à en vendre autant. Il y a un lobby. J'en sais rien, moi on m'a accusé de faire partie du lobby pharmaceutique alors qu'il n'y a aucune raison. J'en sais rien s'il y a un lobby, il est évident que Alors posons la question autrement, comment ça se passe à l'étranger ? Il y a plein d'endroits où ça a été supprimé, le NHS en Angleterre a décidé qu'on arrêtait de rembourser l'homéopathie. Et qui est derrière toute cette escroquerie ? Qui ? Alors, tout de suite, comme il est pas con, on peut pas lui reprocher d'être bête à monsieur Azalbert. Il écrit des saloperies, mais il est pas bête. Certainement pas la communauté juive. Tout de suite, il dit, comme si on allait l'accuser de la communauté juive. Certainement pas, porteuse d'une des plus belles spiritualités et injustement attaquée. Bon, moi je suis juif, je trouve ça complètement con, mais bon, si ça fait plaisir à des gens. Et il dit, qui derrière ? Donc il nous prend un peu pour des idiots. Ceux à qui profite le crime. Alors attendez. Il va falloir qu'il... Et puis après, il y a tout le truc complotiste qui est, mais alors, moi j'ai eu cette discussion avec mon personnel. Il y a, oui, mais alors regarde en Inde, la polio, elle a fait 100 000 morts. Je suis allé regarder sur Internet en me disant, ouais, je connaissais pas. En fait, c'est pas vrai. Mais les gens sont perméables à ça parce qu'ils sont très inquiets et qu'on leur raconte des choses et puis que, en fait, il y a toujours une explication simple. Et ça, là, je vais reprendre mon chapeau de juif, mais ça, c'est pas bon pour nous. Parce que c'est toujours nous à la fin. Enfin, et quand je vois des juifs qui racontent ça, mais merde, quoi. Il y a eu, tout le monde a cru... Quand vous voyez le succès du documentaire Hold Up... c'est le complot des sages de Sion, quand même. Et Hold Up, je suis désolé, il y en a un qui est allé en psy, il y a Perron qui vient d'être démis de son truc, il y a un mec qui parle anglais, qui dit n'importe quoi, il est 2 fois expert, mais en choses différentes. Enfin, il faut arrêter, quoi. Les types racontent, ils regardent. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est dingue, c'est des trucs dingues, en fait. Les gens se mettent à croire des trucs dingues. Alors, on pourrait se dire c'est millénariste et tout ça. Mais moi, je le dis, ça va finir par... C'est toujours la faute des Juifs. Et d'ailleurs, ça ressort dans le discours. Ou les Israéliens. L'industrie pharmaceutique. Je vais terminer. Je termine juste parce que Lucas et après je vous laisse. L'industrie pharmaceutique, les médecins corrompus, les politiques à l'idéologie européiste et mondialiste qui détruit et donc qui après avoir pendant des décennies lentement sabordé notre pays, en détruisant méthodiquement ses valeurs ancestrales, patriotisme, sécurité, éducation, culture, famille traditionnelle, morale universelle, chrétienne sécularisée. Je suis désolé, c'est pas François ça. Le titre Je suis partout était pas disponible quand vous avez racheté François. Mathias Vargon. Alors, mes parents, donc, il y a une forte prégnance. Alors, le judaïsme, ils n'étaient pas religieux du tout. On mangeait du porc à la maison.
Mais c'était très, très bizarre, en fait. Il y avait alors la prégnance de la Shoah. Mon grand-père maternel est mort en camp de concentration. Ma grand-mère vivait avec nous. Elle ne voulait pas me parler en yiddish parce qu'elle parlait vraiment, vraiment très bien le français. Et puis, du côté de mon père, je n'ai pas connu mon grand-père qui est mort quelques mois avant ma naissance, mais ma grand-mère parlait très, très mal le français. Elle parlait que yiddish avec ses enfants, qui hurlaient pour qu'elle l'entende. Et voilà, ma grand-mère, elle me parlait avec un accent yiddish monstrueux. C'était Mathias, tu l'avais un beefsteak. Bon, c'était un beefsteak. Enfin, voilà, c'était ça. Et donc, c'est ce monde-là, avec une très forte prégnance de la Shoah. Je rêvais la nuit que j'étais poursuivi par la police, tout ça. La police française. Et donc, mais c'est vrai. Et puis, alors, on n'était pas du tout religieux à la maison. On ne faisait pas Hanouka, par exemple. Mais par contre, depuis que je suis petit, mes parents m'envoyaient en colonie de vacances juives. Alors, je ne sais pas si qui regarde, mais alors il y avait une colonie qui s'appelait Marinette Hartmann. Et c'était des vieux juifs. Et il y avait son fils aussi. Et il y avait le Marinette, il y avait son mari. Et Herman, il avait été déporté. Et il passait à chaque repas. Et il faisait qui veut des croutons. Il fallait manger des croutons. Le type était resté. Et c'était super religieux. C'est-à-dire qu'il y avait la prière avant manger, la prière après manger, la bracha, tout ça. Mais je les connais encore. Hein. De cette époque-là, je les connais encore. Il suffit de me lancer sur l'air et hop, je suis parti. Et il y avait l'office le vendredi soir. J'ai perdu un nombre de kippotes sur les pistes. C'était aux Avants en Suisse. Monstrueux, j'y allais. Comme mes parents travaillaient beaucoup, moi, je partais en vacances, à part l'été, je partais jamais en vacances avec mes parents. Et donc, je partais beaucoup en colonie de vacances. Et j'ai fait tout un tas de colos juives et j'ai fini à la Chomère à Tsaïr. Mais donc, je suis quasiment, je sais pas, les premières colos non juives dans lesquelles je suis parti, je pense que c'est l'UCPA, en fait. D'accord, très bien. D'autres raisons. Et donc, voilà, donc ça, c'est ce monde-là, à la fois un monde où tout le monde parle yiddish, où la Shoah est très prégnante, où on a de la famille en Israël, où on va en Israël les étés, où j'ai fait ma bar mitzvah, mais ma bar mitzvah, ça a été une question. Est-ce qu'il fallait que je fasse ma bar mitzvah ou pas? Et j'ai fait ma bar mitzvah, place des Vosges, donc chez Liché, le rabbin des déportés, enfin bon. Et j'ai fait ma bar mitzvah, j'allais dans des mouvements de jeunesse juifs, et à la maison, on ne faisait rien. Moi, j'ai été le premier à faire kippour à la maison, par exemple. Tout seul? On ne fermait pas le magasin à kippour. D'accord. Mais c'était une espèce de fierté, c'était assez bizarre. Et donc, mais mes parents m'ont élevé, on faisait les grandes fêtes juives, mais c'était juste la bouffe. J'étais le premier à aller à la synagogue. D'où cette répulsion pour la synagogue que j'ai maintenant. Mais je me suis emmerdé comme c'était pas possible. Mais en tout cas, oui, c'était genre de famille juive. Puis j'ai un petit frère. Et mon frère, ça a été à peu près pareil. Bon, lui, il est allé à l'abonyme Dror. Mais bon, c'était la même chose. Et lui, il a même été madrir, tout ça. Donc voilà. Oui. Et il y a un rapport avec Israël. Vous disiez que vous avez découvert Israël finalement très tôt, peut-être via les mouvements de jeunesse. Ça a été une tentation, Israël? On y allait en vacances avec mes parents. Ouais. D'accord. Ça a été une tentation, Israël, ou pas? Ouais, ça a été une tentation quand j'avais 18-19 ans. J'étais allé au kibbutz, ça m'avait vachement plu. J'étais hyper à gauche à l'époque. Et donc, ce qui ne m'avait pas plu, c'était le côté petit village, quoi. Mais le communisme, tout ça, ça me plaisait vachement. Je serais bien allé au Ternion après mon bac, mais mes parents croyaient que je n'y ferais rien. Ils n'avaient peut-être pas tort, et donc je suis resté en France. C'est resté un regret longtemps, en fait, de ne pas être allé en Israël à 18 ans. Puis après... Vargon. C'est plutôt, il y a d'autres types de la... Laissez répondre. Mais je m'excite pas. Mais non, Mathias Vargon, s'il vous plaît. Juste une chose, on a compris votre point de vue. D'abord, mes patients, heureusement. S'il vous plaît. Non, mais heureusement que j'ai des patients dont je m'occupe. Laissez répondre. Non, mais cet après-midi, moi, j'ai vu un patient de 40 ans avec le Covid, c'est vous. Je le laisse. On a compris. Je vais laisser M. Azelberg, je voulais juste remarquer. Nous avons parfaitement posé le problème. Mais en réalité, c'est le risque qu'on prend. Le risque qu'on prend, c'est de se dire, OK, mais il faut le dire. Moi, je ne suis pas contre, je peux comprendre. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas commerçant, mais mes parents étaient commerçants. Donc, je comprends parfaitement que des commerçants, ça soit très compliqué. Je ne sais pas, les aides, tout ça, ce n'est pas ma spécialité. Je peux comprendre parfaitement que ça soit très compliqué. La question, c'est qu'on est sur une ligne de crête. Donc, il faut assumer la responsabilité de dire, OK, on va ouvrir les cinoches, on va ouvrir les théâtres, on va ouvrir les restos. Assumons-le. Mais ça va coûter tant de vies. Et il faut arrêter de faire croire que ça ne va pas coûter. On voit bien que les seuls pays qui s'en sont sortis, c'est les pays qui ont confiné durement. Développez votre argumentation. Et expliquez-nous ce qu'est le site France Soir aussi. D'accord, on va commencer par ça. D'abord, la première des choses, c'est qu'il est évident que toute forme de menace, toute forme d'appel à la violence, on va la condamner. Je fais mon travail d'information. Oui. Ouais. Pardon, je trouve que attendez, c'est très ambigu.
on va dire, du camp de M. Vargon ou des opposants. Du camp de M. Vargon, elles sont où les menaces? Attendez. Mais la stratégie zéro Covid, c'est un confinement dur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de transmission. Et puis après, c'est un tracing dur. C'est-à-dire une appli obligatoire, c'est-à-dire du tracing de partout où vous passez, avec la carte bleue, avec... Enfin, Les Français ne sont caméras pas de prêts, surveillance. c'est ça que vous voulez dire? J'en sais rien si les Français ne sont pas prêts. Au début, en tout cas, l'appli, elle ne marchait pas du tout. Non, mais ça, c'est une accusation quand même. Oui, vous y répondrez tout à l'heure. Qu'elles viennent du camp, on va dire, d'un camp ou de l'autre. Moi, je vais y répondre. D'accord? Parce que pour moi, quand je regarde la violence qui se passe sur Internet, quand je repasse la violence qui se passe sur les réseaux sociaux, si jamais je devais m'offusquer de toutes les attaques que j'ai reçues à titre personnel ou que le professeur Raoult a obtenues, il faut savoir de quoi on parle quand même. Vous parlez de menaces, d'accord? Qui a eu des menaces de mort? C'est le professeur Raoult. Qui a eu une condamnation? Tout le monde. Attendez. Moi. Qui a été condamné, d'accord? Au travers de tout ça, c'est M. Raffi. Donc il faut arrêter de retourner un petit peu les choses. Et ce que j'aime bien, c'est essayer de remettre les choses à leur place. La première des choses qu'il y a, c'est que non, on n'appelle pas à la mort, on n'appelle pas à faire des menaces. Et ça, mais c'est une rhétorique violente. Mais vous savez ce qui est violent. Et c'est insidieux, me semble-t-il, parce que ça suscite la violence. Et je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a, du côté des défenseurs de la politique sanitaire telle qu'elle est menée, des gens qui emploient des propos qui, moi, me hérissent. Par exemple, tous ceux qui ont traité les non-vaccinés de cloportes, de connards, etc. Il y a en effet des gens qui accusent les autres en leur disant on vous retrouvera même ailleurs que sur Twitter. Oui, il y a. Et alors, ça justifie une phrase et ça justifie d'aller justement susciter la violence et la haine. Moi, je ne pense pas que ça suscite la violence. Pas à comprendre. Il faut reprendre la phrase dans son contexte, d'accord? Et une fois qu'on a traité le problème de la forme, j'aimerais bien qu'on adresse les problèmes de fond. Vous parlez de violence, d'accord? La phrase, remettons dans son contexte. Il est écrit après procès, d'accord? Après procès, la veuve attendra. Quel procès? Parce qu'en ce moment, non mais quel procès? Vargon, moi j'aimerais savoir quels procès qui vont conduire à la veuve. Attendez, c'est quel procès? Ne confondons pas une allégorie. Vous parlez des Nuremberg et toutes ces conneries. Ne confondons pas Il est temps de commencer à mettre la pression, vous savez, ou comme je le fais parfois quand je rencontre les journalistes. Je leur dis, vous savez quoi? Vous devriez penser à Nuremberg. Ils ont eu l'opération Paperclip et tous les vrais criminels ont eu droit à de bons emplois en Amérique du Sud. Mais tous les collaborateurs ordinaires, les officiers SS, la Gestapo, tous les soldats allemands qui se battaient pour leur pays, pensant faire ce qui était juste, ils ont été assassinés, massacrés, ils ont été violentés, ils ont été torturés. Donc le fait est que lorsque la population réalisera ce qui se passe, elle voudra mettre la main sur un Klaus Schwab et un George Soros et un Fauci et un Bill Gates, mais ils ne pourront pas. Mais ils seront tellement en colère qu'ils s'en prendront aux journalistes et aux directeurs d'école. Et bien sûr, nous ne préconisons pas la violence ou quoi que ce soit. N'est-ce pas? Je veux juste les prévenir. C'est exactement ça, mais je pense aussi que nous devons nous attaquer aux journalistes, c'est vrai, parce que les journalistes salissent les réputations des gens. Et quand les preuves sont là, 20 000 personnes sont mortes dans l'Union européenne, Eurovigilance, l'Agence européenne des médicaments, 1,9 million d'événements indésirables signalés. Quand les journalistes me dénigrent et disent que ce que je dis est incorrect, quand je disais l'année dernière qu'il y aurait des effets indésirables et des décès, et c'est maintenant que ça se passe. Et je demande aux journalistes, écrivez-vous des articles qui rapportent les faits et la vérité? À savoir... Vous venez de mettre un avis de responsabilité à une femme journaliste très célèbre et je pense que c'est très bien. Et je veux suivre cela jusqu'au bout parce que je pense que ce qu'il faut faire, c'est porter atteinte à la réputation et les tenir responsables, mais aussi financièrement. Parce qu'ils nous calomnient pour que la vérité sur la prévention et les traitements ne sortent pas. Et ils salissent nos réputations. Ainsi, les gens ne nous écoutent pas. Et ils n'informent pas non plus les gens, alors que c'est leur rôle en tant que journalistes. Ils doivent reporter que ces substances causent des dommages et des décès. Au Rwanda, comme nous le savons, les journalistes et les personnes travaillant dans les stations de radio et les médias ont été accusés de crimes contre l'humanité parce qu'ils ont contribué dans leur narratif au massacre. Ils n'ont pas non plus permis à la vérité de sortir. Et c'est ce qui se passe ici. C'est choquant. Et je pense que beaucoup de ces médecins, pharmaciens, journalistes et professeurs font semblant d'être des professionnels qui s'occupent de nos enfants et font ce qu'il faut dans la société. Alors qu'en fait, ils nous mentent et font le contraire. Non, je suis en train de parler de choses et j'aimerais mais non, mais bien... on ne comprend pas du procès de quoi vous parlez. Qui va faire un procès? Qui vont être les procureurs?
Bah écoutez, monsieur Vargon, si vous me laissez développer... Bah non, mais je vous laisse développer, mais je vous pose des questions, parce que là, vous essayez de noyer le poisson. Comme vous avez fait avec vos détidos. Vous avez lancé un truc qui vous revient dans la figure. Pas d'habitude, bon, François, c'est des articles, des machins, c'est du complotisme, personne s'en aperçoit. Là, d'un seul coup, vous avez lancé un truc qui vous revient dans la figure. Pourquoi moi, le complotisme? Pourquoi c'est moi qui suis là aujourd'hui? Quand même, on m'a appelé relativement tard aujourd'hui, j'étais au boulot, parce que moi, je m'occupe de patients. Mais j'étais au boulot, et on m'a demandé de venir. Et en fait, je me suis aperçu qu'on m'avait demandé de venir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé. La plupart des médecins qui ont refusé de venir, c'est pas parce qu'ils avaient peur de M. Azalbert, il fait peur à personne. Mais ok, il est un peu violent dans son journal, mais hors de son journal, c'est personne. Non, le truc c'est quoi? C'est ces médecins, ils ont porté plainte contre M. Azalbert. En effet, ils ont porté plainte. Ils ont quand même, il y a un appel au meurtre, ils reçoivent des menaces de mort. Moi, je sais ce que c'est que des menaces de mort. Ça veut dire être traqué, on retrouve la... Moi, j'ai reçu, mais attendez, moi, au boulot, j'ai reçu, alors c'était pas le torchon de M. Azalbert, c'était autre chose. J'ai reçu une lettre avec une balle dedans. Donc, et dans mon hôpital maintenant, alors c'est pas que à cause de moi, mais dans mon hôpital, il y a ces histoires d'antivax, de choses qui sont remuées, la boue qui est remuée par M. Azalbert. On a des consignes, les secrétaires, les paquets, elles les ouvrent pas toutes seules. Il y a des consignes. Donc j'ai reçu une balle, je suis rentré chez moi, j'avais de la poudre dans une enveloppe. Pareil, le même expéditeur probablement. Donc voilà ce que c'est. Vous avez peur d'un passage à l'acte? Je vous pose la question parce que c'est Karine Lacombe qui le disait hier sur BFM Je sais que Karine Lacombe a parlé, mais évidemment. Je pense que ça permet aux journalistes de parler d'autre chose que le Covid, ce qui fait du bien à tout le monde. Mais en fait, des violences, il y en a à Noël, il y en a régulièrement, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit un événement particulier. Je pense que les gens en ont marre d'être... ça, c'est sûr que les gens en ont marre d'être confinés. Mais les gens, ils en ont marre d'être confinés dans le centre de Paris. Et ils en ont marre d'être confinés à Saint-Denis. Et c'est probablement beaucoup plus difficile d'être confiné à Saint-Denis que d'être confiné dans le centre de Paris. Et pourtant, voilà, les gens, ils sortent aussi dans le centre de Paris. Et forcément, nous, ce dont on a peur, c'est de la deuxième vague. Donc, ouais, il y a une stigmatisation, ouais, comme d'hab, quoi. Après, ils sortent aussi. C'est pas que du fantasme. Hein. Moi, quand je sors de l'hôpital, je vois du monde dehors. Hein. Mais bon, c'est toujours pareil. Et on a vu les queues qui étaient organisées pour aller chercher à manger. Et on a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a des gens qui sortent parce qu'ils ont besoin de bouffer. Et ces gens-là, ils ont pas, parfois, ils ne sont pas déclarés. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de moyens sociaux. Et donc, il faut qu'ils sortent bosser. Ils sont au noir, il faut qu'ils sortent bosser pour bouffer. C'est aussi simple que ça, il faut manger. Et ça, c'est facile de dire, ah bah ouais, mais il faut se confiner. Ouais, enfin, il faut se confiner quand l'activité principale, c'est de faire de l'Instagram en montrant qu'on a fait du pain. C'est pas exactement la même chose que quand on n'a rien à bouffer. Tous ces gens qui... lui, il ne sera pas responsable. Lui, les politiques qui excitent, hein, ils attendent quoi? Parce que ce sont des lâches. Ils attendent quoi? Ils attendent qu'il y ait un type un peu perturbé, quelqu'un qui y croit. Et nous, on voit bien les insultes qu'on a sur Twitter, tout ça. C'est pas des colibets, c'est des menaces de mort. Ils attendent qu'il y ait quelqu'un de perturbé qui passe à l'acte, comme c'est arrivé pour d'autres choses. Et cette personne perturbée, eh ben, elle sera responsable, elle sera coupable, elle sera peut-être folle, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette personne perturbée, tous ces gens qui écrivent des saloperies, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tous ces gens qui ont des blogs comme ce monsieur, eh bien, tous ces gens-là, ils ne seront pas responsables. Ils ne seront pas coupables, pas responsables, et ils pourront continuer. Moi, je trouve, je vais vous dire, la responsabilité, à un moment, il y a une responsabilité. Il y a la responsabilité envers les médecins. Les médecins vont avoir des protections, mais il y a la responsabilité envers les patients. Je voudrais juste, justement, aller sur cette question de la responsabilité, parce qu'elle me semble essentielle. Et je voudrais, justement, venir sur un point. Monsieur Azalbert, la question de la responsabilité, c'est ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire que le journalisme, par exemple, ça nécessite de signer son article parce qu'on est responsable de ce qu'on a écrit. Et parce qu'on doit, donc, non seulement en répondre devant des tribunaux si on a écrit des choses qui sont diffamatoires ou qui sont des appels à la violence, etc., mais on signe pour pouvoir être accusé d'avoir raconté des choses fausses si on a vraiment raconté des choses fausses. C'est-à-dire que moi, quand je dis une stupidité, eh bien, ça m'est ensuite reproché et c'est normal. C'est normal. Le problème, c'est que François a été un journal. C'est un titre qui, dans la tête des gens, est associé à la presse, à l'idée d'un journal, donc de quelque chose, en effet, où pèse cette responsabilité. Sauf qu'il n'y a plus de journalistes et que les textes qui sont publiés
sont signés soit collectivement par François, soit sont des textes qui peuvent être anonymes, sous pseudo, etc. Pourquoi est-ce que c'est les textes qui sont écrits sur François ne peuvent pas être assumés? Mais Madame Polony, je vais commencer par vous dire une chose. Vous venez de dire quelque chose qui est faux. Qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que vous dites que François n'a plus de journaliste. Il y a une revue du certificat IPG. D'accord, qui a été demandé par la ministre. Il y a débat là-dessus, justement. Il n'y a pas eu débat puisqu'il y a une commission paritaire. La justice, ça ne se fait pas sur les plateaux de télévision. La justice, ça se fait dans des commissions paritaires qui ont, on va dire, une autorité administrative. Elle se fait aussi au tribunal. D'accord, c'est là où se fait la justice. Sur les plateaux télé, on fait des procès d'intention. Ici, ce que vous venez de me dire est quelque chose qui est faux. La commission paritaire a tranché, elle a déclaré, ça a été écrit, ça a été rendu public. Et il y a une demande de la ministre, justement, qui a exprimé son étonnement. Ça a été parce écrit. Que les 4 derniers journalistes de François, de l'ancienne équipe, ont été licenciés. Alors après, en effet, il y a une question majeure sur ce qu'est le journalisme aujourd'hui. Je vais peut-être vous informer. Et donc, c'est peut-être justement, c'est ça qui fait avancer le débat, puisque, en fin de compte, je considère que vous venez de dire quelque chose qui est faux, qui est incorrect, et je vais vous éclairer, puisque ce certificat EPG a été revu. Au mois de mars, nous avons reçu un courrier, ça a été rendu public, il y a un comité et il y a des journalistes chez François. C'est parfaitement contestable. Il y a combien de journalistes chez François? Il y a 6 journalistes chez François. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous recevez des aides du Mais pourquoi ils signent pas? Mais attendez. Justement, on va y venir. Attendez, donc il y a des gens... Qu'appelle-t-on journaliste? Il y a des journalistes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une carte de presse. Il y a des gens qui ont une carte de presse. Ça ne veut pas dire qu'ils sont journalistes. Ça veut dire qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils travaillent pour un organisme qui est reconnu comme étant un organisme de presse. Ce n'est pas ça qui fait la déontologie journalistique. Ça nous coûte plus cher de prendre de l'intérim que d'embaucher des médecins à temps plein. Mais ils sont où les médecins qui... Ils font de l'intérim. Il y en a une partie qui fait de l'intérim parce que c'est très très bien payé. C'est bien mieux payé qu'être médecin hospitalier. Un médecin hospitalier, en moyenne, il va faire avec les gardes, s'il compte 5 gardes par mois, il va se faire 5 000 €. S'il fait 5 gardes de 24 heures, donc en travaillant moins, avec l'intérim, c'est 1 500 € par garde. Donc il va aller à 7 500, voire 2 000 €. Cet été, ça va être 2 000 €. Donc c'est très cher. Donc voilà, vous avez le choix, vous êtes médecin, venir tous les jours, toutes les semaines à l'hôpital, plus avec des responsabilités qui sont de travailler à l'intérieur d'un hôpital ou venir pendant 24 heures, il n'y a pas photo, hein, les gens le font, c'est normal. Après, il y a très peu de juifs en médecine d'urgence. Enfin, il y en a moins que dans les autres spécialités. Comment vous l'expliquez? Je sais pas. Il y a moins de confort. Il y en a quand même quelques-uns. Je sais pas, il y en a beaucoup plus c'est pas très rémunérateur. Je sais pas si c'est la vraie raison. C'est pas ça, il y a beaucoup de gardes. On peut pas être religieux quand on est médecin urgentiste. Ça, c'est un vrai handicap. Il y a des gens qui sont rémunérés avec un contrat. Oui, ce n'est pas ça qui fait la déontologie journalistique. D'où l'importance de signer ces articles pour pouvoir assumer ce que l'on dit. Écoutez, ça c'est un choix que la rédaction fait. D'accord ? C'est un choix éditorial. Signer ces articles, d'accord, vous avez le droit et vous avez le droit. Celui qui engage sa responsabilité, c'est le directeur de la publication. D'accord ? Donc quand ça, c'est la responsabilité juridique. Je vous parle de la responsabilité déontologique. Mais la responsabilité juridique, elle est engagée et je l'assume. C'est d'ailleurs pour ça que quand je me fais attaquer par une association dans le cadre de la Tribune de l'Aisne, je vais me défendre et je dis à la personne en face de moi, je suis content. Parce que quand on fait des procès d'intention sur des plateaux télé et qu'on ne peut pas respecter le contradictoire comme il s'est passé, puisque... on va dire sur BFM, j'ai été attaqué à plusieurs reprises. C'est la première fois que je suis reçu et j'en suis fort content parce que ça me permet aux gens d'abord de connaître qui je suis, ça permet aux gens de comprendre ce qu'on essaye de faire avec François. Mais moi, j'ai toujours pas compris ce que vous essayez de faire avec François. Eh bien, écoutez, ce qu'on essaye de faire avec François, c'est de la merde. Non, attendez. Moi, je le dis. Oui, j'ai le droit. Non, mais vous avez le droit de le dire. Et vous avez le droit de la merde. Pour autant. Non, mais je suis très poli. Mathias Vargon, vous souvenez du premier cas ? Aux urgences de Saint-Denis. En fait, je me souviens du premier cas parce qu'il n'était pas aux urgences, il était en unité d'hospitalisation de courte durée, c'est-à-dire la partie hospitalisation des urgences, et on savait pas trop ce qu'on cherchait. Et j'ai discuté longuement avec l'infectiologue et j'ai un peu triché pour envoyer le prélèvement parce il y avait toute une chaîne qu'on n'imagine plus maintenant. Et en fait, c'était le premier cas, une jeune femme qui avait une jeune femme. Oui, mais qui était pas très grave. Et je trouvais que c'était un peu bizarre ce qu'elle avait, mais on en a longuement discuté, c'était pas du tout typique et ça n'avait rien à voir avec les cas graves qu'on a vu arriver après. Après, les diagnostics étaient relativement simples, relativement typiques.
Alors, il y avait plusieurs... Vous êtes habitué à la maladie, quoi, oui, à cette nouvelle maladie. On recevait des patients qui avaient de la fièvre, qui respiraient très mal. Oui. On leur faisait le scanner très rapidement, parfois dans le quart d'heure après leur arrivée. C'était le plus simple. Jamais j'aurais cru ça avant. Jamais j'aurais cru que c'était possible. On leur faisait le scanner était assez typique et on avait le diagnostic. Questo è un quadro di polmonite bilaterale che il sistema riconosce come polmonite e Covid-19, sono quadri che portano il paziente rapidamente alla insufficienza respiratoria e questo per esempio è invece un paziente con un basso rischio con delle aree Il fatto che dà un allarme quando identifica un paziente sospetto permette di identificare prima i pazienti malati e indirizzarli verso per esempio l'isolamento o nei casi in cui ci sia una evoluzione molto rapida di avere un dato diciamo sul rischio di quella diagnosi e quindi accelerare per esempio il ricovero ospedaliero. La TC del torace non è una procedura a basso costo, è già una procedura diagnostica di secondo o terzo livello e quindi non possiamo parlare di screening, ma è anche vero che in una zona di epidemia in cui si vuole per esempio aumentare la sensibilità del tampone può essere utile in presenza di sintomi respiratori e in pazienti con tampone negativo. Mathias Vargon, je suis très poli. Je suis peut-être grossier, vous êtes vulgaire. Je ne pense pas que justement ça permette Moi je le pense parce qu'au bout, je vais vous dire, au bout, vous avez des médecins qui se sentent menacés. Moi j'en ai eu au téléphone qui ont vraiment peur. La Combe, on a vu qu'elle a peur de se faire couper la tête. C'est ça là. C'est pas. Ça, au moins, vous et ça c'est une chose. Elle a peur. Il y a d'autres médecins qui ont peur. Et puis, il y a autre chose. Non, mais il y a un moment, il y a des patients. Là, on discute morale, on discute juridique. Vous avez remarqué que sur la déontologie, il répond jamais. C'est assez marrant. Mais c'est drôle. Mais à un moment, tout ce qu'il fait sur le Covid. Ou sur le reste, mais sur le Covid, ça a des conséquences dans la vraie vie. Oui, mais Mathias Vargon, justement, moi je pars du principe que c'est par un débat dans lequel on ne va pas insulter, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Faire comprendre à des lecteurs on peut débattre du Covid sans sombrer mais on peut débattre du Covid, mais pas sur France Soir. On va donner la parole à M. Zalmer. Moi, la question était, en gros, plusieurs questions qui sont indisposées. Attendez, sur le point des menaces. D'abord, la première des choses, c'est comme je l'ai dit, je les condamne. Ces gens qui disent, moi, je suis menacé de mort, j'ai peur, j'ai la boule au ventre quand je sors de chez moi parce qu'ils ont retrouvé mon adresse et qu'ils me traquent. Quand vous entendez ça, est-ce que ça ne vous fait pas un minimum douter? Vous vous dites, bon, ce texte, on va l'enlever. Mais attendez, la première des choses, c'est que le doute, moi je suis un scientifique de formation, le doute m'habite, d'accord ? Mais justement, on ne dirait pas. Et moi, ce qui me gêne quand je lis les textes qui sont sur France Soir, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, encore une fois, sur ce point-là. De la même manière que quand Karine Lacombe, on va dire, se met en victime sur ce genre de choses, elle se met en victime. Attendez. Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec certaines prises de position qu'elle a pu avoir, mais là, elle ne se victimise pas. Il y a en effet des gens aujourd'hui en France qui envoient des menaces de mort. Il faudrait quand même, à un moment ou à un autre... Elle est victime. On la menace de mort. Attendez, c'est quoi le rapport avec cette On la menace pas de mort. Je dirige un journal dans lequel nous avons publié parmi les premiers un état des lieux, des conflits d'intérêts des différents médecins pour essayer d'expliquer les liens avec les laboratoires. Ça, c'est du journalisme. En revanche, dresser la liste des gens en expliquant qu'il faudra un procès de Nuremberg et qu'il y aura la veuve qui tranchera ou que tout ça, c'est Vichy, c'est Pétain, ça, c'est pas exactement la même chose. Écoutez, c'est une tribune d'opinion, d'accord ? Le pluralisme... C'est un appel au meurtre. La liberté d'expression, d'accord, fait qu'on a eu en France, sous De Gaulle, des journaux qui ont fait
bien pire, d'accord, avec des procès d'intention. La liberté sans responsabilité. Mais il y a une responsabilité. La responsabilité, elle est pénale. Il y a une déontologie. Je considère aujourd'hui que nous suivons la déontologie de la presse. Nous discutons de toutes les tribunes avec la rédaction. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, vous avez publié dans votre journal, Marianne, une tribune d'avocats qui remettait en cause le Conseil d'État. Cette tribune m'a été envoyée à moi avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait relire par des professeurs de droit. Nous avons conversé avec ces avocats. Nous avons même essayé d'élever le débat parce qu'il y avait un point qui nous posait problème. Ils ont choisi d'aller publier chez Marianne. Tant bien. Mais ça veut dire quoi? Parce que là, c'est des gens qui signent, parce que ce sont des gens qui posent un débat juridique et que ça nous semble apporter un élément nécessaire. Ce n'est pas la même chose d'abord que de publier des choses fausses. François a par exemple publié un article le 14 juin disant que le professeur Éric Côme avait été interné en psychiatrie. C'était faux, ça a été démenti, l'article n'a pas été retiré. Et ensuite, derrière, il y a une responsabilité parce que derrière, il y a les réactions à tout cela. C'est-à-dire qu'il y a immédiatement sur les réseaux sociaux les gens qui commentent d'abord en expliquant que c'est bien fait, etc. Puis ensuite, en partant dans des délires du genre, il y a ceux qui découvrent la vérité et qui sont internés pour qu'ils ne la disent pas. C'est-à-dire qu'on nourrit un truc qui est complètement fou, au lieu d'apporter de l'information et d'essayer de faire en sorte qu'on puisse à peu près discuter de façon civilisée entre gens qui ne sont pas forcément d'accord. Écoutez, pour revenir un petit peu sur l'élément d'Éric Côme en disant vous dites que c'est faux. Je n'ai pas reçu, si vous voulez, de version officielle de ce dont vous parlez. C'est-à-dire l'intéressé a démenti. Hein. Mais alors, l'intéressé, il a démenti sur les réseaux sociaux. Un démenti, ça ne se fait pas comme ça. Nous verrons bien. Bon, il faut qu'il justifie par un papier. Non, mais en plus, il y a du secret médical, même s'il a été hospitalisé, même pas en psychiatrie. C'est du secret médical, il n'a pas à vous répondre. Moi, je vous enverrai une vidéo de ma coloscopie, vous serez content, mais c'est du secret médical. Tant que lui, il n'a pas à répondre, vous n'avez pas à en parler. Alors, 26 départements présentent un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue, dont 2 dans des niveaux d'excès exceptionnels, le département du Haut-Rhin et le département de la Seine-Saint-Denis. Dans le 93, jusqu'à il y a 15 jours, on avait une activité extrêmement forte avec nos réanimations pleines à ras-bord et nos services d'hospitalisation pleins aussi. Donc on a été obligé de transférer des patients vers d'autres régions et de l'Île-de-France et parfois d'autres régions de France. En fait, cette surmortalité du 93, d'abord, elle est due à probablement une mauvaise estimation du nombre de patients dans le 93 et un manque de structures hospitalières par rapport à cette population. Donc on a beaucoup de patients. On a beaucoup de patients qui ne sont pas déclarés, donc qui ne sont pas recensés. Mais moi, j'ai une question à poser à la journaliste. Une question, moi, j'y connais rien, je suis pas journaliste, donc je suis journaliste, hein, Madame Polony. C'est en fait, mais mon père vendait des journaux, j'ai vendu le François, le vrai. Pas à sa grande époque, mais déjà, c'était compliqué. Mais le vrai François, avec l'avantage des vrais journaux, c'est que si on se plaît pas, on peut se torcher avec. Mais il y a un ours dedans. C'est ça, hein. Il y a c'est-à-dire la liste de tous les journalistes et de tous les collaborateurs. Là, je viens de regarder sur le site de François, il y a un ours sur François ou c'est juste un blog? Écoutez, François, d'abord, c'est un média, il a un certificat IPG, donc la première des choses... Et ce que j'aimerais quand même juste finir, tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur la violence. Moi, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que la violence, c'est pas exactement ça. La violence, c'est aujourd'hui, il y a des parents qui doivent faire vacciner leurs enfants à une rentrée scolaire. Ça, c'est violent. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Les menaces de mort, ça l'est aussi. Vous n'allez pas retirer le texte? C'était ma question, vous n'avez jamais répondu, vous répondez jamais aux questions. Je vais répondre. Je ne suis pas d'accord que si on me laisse le temps, j'y réponds aux questions. L'émission est terminée. Hein. Écoutez, tant pis. Il nous reste 30 secondes, répondez. Reposez-moi la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez, oui ou non, retirer ce texte? Vous dites que la violence, c'est non. Là, on parle de gens qui se sentent menacés de mort. Écoutez, je pense que ce texte a sa place, d'accord. Il a fait la vérification rédactionnelle et éditoriale. Pour finir sur cette notion de violence, il ne faut pas changer le débat, d'accord? La violence, c'est pas ça. La violence, c'est aujourd'hui ce qui se passe en France, quand des parents sont obligés d'aller faire vacciner leurs enfants. Il ne faut pas confondre autorisation vaccinale... On peut considérer qu'on est totalement opposé à ça. On peut considérer qu'il y a une politique qu'on doit contester. On a parfaitement le droit de vouloir la contester. En revanche, les appels à des procès avec condamnation à mort, ça, c'est de la violence. Et l'émission se termine ici. Appel après procès. D'accord, ce que j'aimerais vous dire, c'est... par qui? Par un tribunal révolutionnaire. Et les procès aujourd'hui, ils existent. L'émission se termine. Polonews, c'est terminé. Je ne suis pas sûr que ça soit une histoire de déconfinement, comme on a dit. Je ne suis pas sûr non plus, ça sera à voir après,
que c'était, comme certains politiques l'ont dit, ce sont les patients qui travaillaient, qui ont continué à travailler. J'en suis pas certain parce que au pic d'activité, en fait, c'était un pic qui correspondait à la période d'avant le confinement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre population est donc plus pauvre que la normale, avec des problèmes de santé plus importants, l'obésité, qui est un problème directement relié à la pauvreté, l'hypertension, et on a dit que l'hypertension était un facteur de risque, en tout cas on l'a dit au début, un facteur de risque dans le Covid, de gravité dans le Covid, et puis un accès aux médecins qui est beaucoup moins important qu'ailleurs, parce que pour des raisons à la fois de tissu médico-social, mais également d'habitude, de recours aux soins, d'argent, et tout ça fait qu'on est une population qui est plus fragile qu'ailleurs. Et puis il y a la promiscuité aussi, c'est-à-dire que les gens, ils n'habitent pas dans des grands appartements avec des familles réduites, c'est le contraire, c'est soit des petits appartements avec des familles nombreuses, soit on a des gens qui habitent en squat ou dans des hôtels, ils n'ont même pas accès au logement social. Parfois, c'est des familles qui auraient le droit au logement social et qui habitent dans des taudis, pour rester en français. Donc tout ça, probablement, ce sont les raisons du surcroît de mortalité qu'on a observé dans nos hôpitaux. C'est pas une façon d'être responsable. En fait, il y a un moment, il faut être responsable. On n'est pas obligé de dire il faut se confiner. Il y a la société à faire fonctionner. Moi, je suis médecin, donc je donne mon point de vue de médecin. Mais que les politiques disent voilà ce qu'il faut faire, voilà. Mais à un moment, il faut un minimum de responsabilité. Ou alors, ils disent ok, on assume, on va déborder les hôpitaux, on va avoir des morts, on va avoir des gens malades qui auront des séquelles, mais rouvrons les restaurants. Mais on peut pas faire ce genre de choses depuis le début. Ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an qu'on entend. Excusez-moi, mais c'est de la médiocrité, ça. C'est de la démagogie, c'est de la médiocrité. On prend un peu les Français pour des cons. Essayez de revenir aux fondamentaux et surtout à l'origine de votre vocation. Vous le disiez, vous êtes né dans une famille ashkénaze. La Shoah, l'histoire de la Shoah a beaucoup marqué votre famille. Comment est née cette vocation de médecin ? Ouais, je suis pas sûr que ça soit une vocation en fait. En fait, j'ai fait de l'informatique après avoir fait médecine, après mon bac, parce que mes parents étaient persuadés que j'étais trop feignant pour faire des études longues. Je travaillais pas à l'école. Je pendais beaucoup. J'ai quand même eu mon bac. Par hasard, je suis encore persuadé qu'il y a un pauvre type qui a eu mes notes et que moi j'ai eu ses notes et qu'il se demande encore comment il a fait pour rater son bac. Mais moi j'ai eu ric-rac, ras des fesses. Et donc j'ai téléphoné à mon père. À l'époque, j'habitais en banlieue parisienne. Je suis allé téléphoner à la cabine et mon père m'a dit, et je vous jure que c'est vrai, il m'a dit retourne voir. Tellement personne ne croyait que j'aurais mon bac. Et donc j'ai fait une année d'informatique et je m'ennuyais profondément. Je faisais de l'informatique depuis que j'avais 10-11 ans, donc je savais faire, et ça marchait assez bien, mais en fait, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Je trouvais ça triste, pas rigolo, et puis il y avait des problèmes. C'est-à-dire que quand j'étais sur un problème d'algorithmie, ça me bouffait un peu la tête. Donc j'ai fait du théâtre cette année-là, je m'étais inscrit dans un cours de théâtre, mais quand même, mes parents étaient marchands de journaux, donc je ne me voyais pas vivre à leur crochet toute leur vie, en attendant d'hériter, et donc je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose d'un peu plus sérieux. Mon cousin et ma cousine étaient étudiants en médecine et donc on m'avait dit que je n'y arriverais pas. Donc je me suis inscrit dans la fac la plus prestigieuse pour faire médecine en fait. Et puis des études longues. En fait, j'avais envie de faire médecine, mais parce que je trouvais ça vachement intéressant en fait. Et donc j'avais envie de faire des études longues parce que je trouvais ça vachement intéressant. Voilà. Ça a suscité la fierté de vos parents. Soigner des gens, quoi. Il y a toujours, on veut soigner des gens quand on a 18 ans, on veut rendre service au monde. Donc oui, il y avait un peu de ça quand même. Mais vous l'avez fait comme un challenge. Est-ce que ça a suscité Pas que comme un challenge, c'est compliqué. Et oui, aussi comme un challenge. Des gens qui ont joué sur le conflit israélo-palestinien, aussi en laissant des dérives sur le sionisme. Enfin, moi, je dis antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Et puis, antisionisme, pourquoi les Juifs n'auraient pas le droit à l'autodétermination? Et d'ailleurs, les gens ne le comprennent pas comme ça. Moi, j'ai eu cette discussion dans le service. J'arrive, ça faisait quelques mois que j'étais là. Et il y a une aide-soignante qui me dit non, mais vous êtes juif, ouais, mais vous n'êtes pas sioniste quand même. Je dis bah, si, je suis sioniste. Elle me dit pardon? Ah, c'était la bombe, quoi. Elle me dit mais vous êtes sioniste, vous êtes pour l'implantation des colonies? Je dis bah non, ça c'est d'abord, c'est ma propre opinion. Je viens quand même de la Shomer Hatzair, tout ça, je ne suis pas trop pour ça. Mais je dis c'est pas le problème, je dis ça, c'est pas le sionisme. Je dis si, c'est ça le sionisme. Je fais non, le sionisme, c'est le droit des juifs à avoir un État. Il me dit mais non. Je dis bah si. Et donc c'est une grande table, il faut imaginer une grande table avec 2 ordinateurs qui seront face à face, enfin 4 ordinateurs, 2 face à face. Et donc elle est derrière, je la vois pas.
Elle est sur l'autre ordinateur, elle lui dit bah, regarde la définition sur Wikipédia. Donc, elle tape sur Wikipédia, machin, et là, j'entends une voix qui dit non, parce qu'elle me dit moi aussi, je suis pour l'existence d'Israël. Donc, elle est tout ce qu'il y a de musulmanes, d'Afrique du Nord. Bah, t'es sioniste. Elle dit mais non. Et donc, elle tape sur Wikipédia, et là, j'entends une petite voix qui fait ah, bah, je suis sioniste. Voilà. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Donc l'État vous appartient. L'État appartient à l'État d'Israël et à l'ensemble du peuple juif. Oui, pendant 2000 ans, les juifs ont dit l'an prochain à Jérusalem. Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif. Je voudrais un État des citoyens israéliens et pas votre État au Proche-Orient comme une résidence secondaire. C'est important. Pour lui, l'État d'Israël, c'est une résidence secondaire. Il n'a pas ça à Cannes, il n'a pas ça à Nice. Il y a un seul État La France juif. n'est pas votre État, vous n'êtes pas sioniste, monsieur. Moi, je suis un sioniste. La France est votre État ou non? Pourquoi vous vivez ici? Vous êtes citoyen français, je vous demande. Vous savez, monsieur, mais attendez. C'est votre État, la France. Je vous demande. Bien sûr, je suis né en France. Donc vous voulez deux États. Vous voulez que mon collègue. Vous savez jamais attendez. Mon collègue arabe ne voit pas. Français, la majorité. Vous voulez deux États. On vous entend parce que vous parlez tous les deux en même temps. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas une possibilité d'un juif de marier avec une non-juif. Imaginez que la France demain décide qu'une catholique ne peut pas marier un juif. Vous savez, il y a tellement d'exactitude, mais je crois que c'est pas... Vous savez, en Israël, un juif ne peut pas marier un catholique. Vous savez ça en France. Comment est-ce que je définirais sionisme? Au départ, je l'ai dit, c'est une théorie de la séparation. C'est l'idée que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est l'idée que les juifs doivent être séparés du reste de l'humanité. En ce sens, et c'est encore plus clair avec les derniers gouvernements israéliens, le sionisme menace les plus de 60% des juifs du monde entier qui ne vivent pas en Israël, la plupart du temps parce qu'ils ont choisi de ne pas y vivre. Ils nous menacent en faisant de nous des étrangers dans notre propre pays. Ils les menacent aussi parce qu'ils commettent des crimes en notre nom. Le sionisme est incontestablement et dès le départ un colonialisme, mais c'est un colonialisme particulier. À la différence, par exemple, du colonialisme français qui visait à exploiter le peuple indigène, le sionisme ne vise pas à l'exploiter, il vise à l'expulser et à le remplacer. Mais c'était vrai dès le départ. Je donne un exemple, la Histadrout, le syndicat entre guillemets socialiste, faut mettre beaucoup de guillemets, qui est créé en 1917 et qui va être l'armature de la création du futur État d'Israël. Une de ses premières actions, en 1920, c'est boycotter les magasins arabes achetés juifs. C'est-à-dire, c'est déjà l'idée de la société séparée en 1920. On est plus de 20 ans avant Auschwitz. Ça n'avait strictement rien à voir. Donc, c'est un colonialisme séparatiste, c'est un colonialisme qui très très tôt va adopter l'idée du transfert, ça c'est la novlangue sioniste, c'est-à-dire le transfert, c'est l'expulsion forcée des Palestiniens dans les pays arabes environnants. C'est un nationalisme, mais très particulier aussi. Quand il naît à la fin du XIXe siècle, il va copier tous les nationalismes européens, polonais, tchèques, slovaques, serbes, ukrainiens, baltes. Tous ces nationalismes-là disent en gros, il y a un peuple lituanien, il faut un État lituanien, il y a un peuple slovaque, il faut un État slovaque. Sauf que il n'y avait aucun endroit en Europe où les Juifs formaient plus de 10% de la population. On peut favoriser la vaccination. On peut rendre, par exemple, le pass obligatoire dans différents endroits, plus obligatoire. C'est déguisé. Oui, non mais on peut inciter à la vaccination. Moi je veux bien, si on a le droit quand on est gouvernement de choisir ce qu'on veut favoriser. On pourrait supprimer la gratuité pour les tests. Philippot, il occupe, disons, la place de François Asselineau, notamment sur la critique très bonne qu'il fait du confinement, du semi-confinement et de la politique sanitaire du gouvernement français. Donc les néoconservateurs, toute cette clique sarkozyste et ces oligarques ont recruté
d'une certaine manière Philippot pour qu'il occupe cette place de défenseur de la liberté d'expression, contempteur de l'Union européenne, du libre-échange dont il ne parle plus d'ailleurs. Il ne parle plus d'euro, il ne parle plus de libre-échange, de protectionnisme. Philippot, en tout cas, il en parle certainement beaucoup moins. Et il est axé sur la question des masques, du confinement, etc. C'est ce qui est une très bonne chose, mais c'est exactement le même discours que François Asselineau. Donc on est toujours dans une logique de conquête de parts de marché. Et je le répète, Florian Philippot est, je le pense, partie prenante de ce dispositif.